Dans un quartier résidentiel paisible, les maisons imposantes, baignées par le soleil de l'après-midi, étaient entourées de jardins méticuleusement entretenus. Les haies taillées à la perfection, les allées pavées et les pelouses verdoyantes semblaient être un miroir d'une vie ordonnée et sans anicroche. Les oiseaux chantaient, les enfants jouaient en silence sur les trottoirs, et tout semblait se dérouler dans une parfaite harmonie. Mais dans l'ombre de ce paysage idyllique, il y avait des tensions invisibles, des préjugés cachés sous des sourires polis, et des regards furtifs qui trahissaient la méfiance des voisins. Marguerite vivait dans cette rue depuis plus de 20 ans, et dans cet univers apparemment sans aspérité, elle se sentait à l'aise, en contrôle. Elle avait toujours apprécié la stabilité et l'ordre. Mais cette tranquillité qui l'enveloppait, cette façade de respectabilité, était tissée avec des fils de préjugés anciens, hérités d'une époque où la diversité était vue comme une menace. Chaque jour, entraînant ses pas dans cette rue ordonnée, Marguerite se réfugiait dans ses certitudes, dans ses idées bien ancrées. Ses yeux, durs et perçants, scrutaient tout ce qui déviait de l'ordre établi. Elle avait grandi dans une famille où les distinctions raciales n'étaient pas simplement une question de couleur de peau, mais une manière de penser, de se définir. Les gens comme eux ne sont pas faits pour vivre ici, se répétait-elle. C'étaient les gens qui ne ressemblaient pas à ceux qu'elle avait l'habitude de voir dans ce quartier. Dans son esprit, une séparation net existait entre ceux qui avaient droit à la respectabilité et ceux qui, selon ses critères, n'en étaient pas dignes. Ce raisonnement s'était tissé tout au long de sa vie, jusqu'à devenir une seconde peau, une pensée presque irréfléchie. David, son voisin, incarnait tout ce qu'elle avait appris à craindre. Bien qu'il ne fût en rien menaçant, sa présence la dérangeait profondément. David n'était pas comme les autres voisins. Il était calme, posé, toujours souriant, mais avec une discrétion qui la perturbait. Il avait une allure impeccable, une prestance qui n'appartenait pas, selon elle, à son monde. À chaque fois qu'elle le croisait, que ce soit en train de tondre sa pelouse ou de discuter poliment avec un autre voisin, un malaise grandissait en elle. Ce calme, cette dignité, était presque trop parfait, trop intégré. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un comme lui, un homme noir, pouvait vivre une telle vie, échapper à l'étiquette de l'intrus qu'elle lui avait assigné. Elle se demandait constamment s'il n'était pas en train de jouer un rôle, de cacher une vérité qu'elle ne pouvait pas cerner. Un après-midi particulièrement ennuyeux, alors qu'elle observait à travers ses rideaux le jardin de David, elle le vit sortir de sa maison avec un grand sac en cuir noir. La silhouette de l'homme semblait plus imposante sous le soleil de l'après-midi. Il s'était dirigé vers son SUV avec une lenteur calculée, comme s'il préparait quelque chose de mystérieux. Pour Marguerite, il n'y avait aucune logique dans son comportement. Pourquoi un homme comme lui se comportait-il ainsi, aussi délibéré? Elle se demanda s'il ne préparait pas quelque chose de dangereux. Peut-être un cambriolage, ou pire, un trafic illégal, pensa-t-elle. Elle n'avait aucune preuve, aucun fondement solide, mais l'inquiétude grandit en elle comme une onde de choc. Elle prit son téléphone, d'abord hésitante, puis avec une certitude qui la pétrifia. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne fasse des bêtises. Son doigt trembla un instant sur le clavier. Il fallait agir vite. D'un coup sec, elle appuya sur les numéros du 911. La voix de l'opératrice, neutre et professionnelle, résonna dans le combiné. Police, comment puis-je vous aider? Je vois un homme étrange dans le quartier. Il sort d'une maison voisine avec un grand sac, et il me semble qu'il prépare quelque chose de suspect, mentit-elle, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle parlait. Il m'a regardé d'une manière étrange. Je vous jure, il a un comportement vraiment bizarre. Il faut l'arrêter avant qu'il ne fasse des bêtises. L'opératrice prit ces informations et bien que son appel ne fût ni clair ni précis, elle envoya une voiture de police dans le quartier. Marguerite raccrocha, satisfaite, son esprit empli de certitude et de justification. Elle était convaincue d'avoir bien agi. Le mal était identifiable, et c'était ce voisin étrange, cet homme qui ne correspondait pas à sa vision du monde. Elle se sentit réconfortée par sa décision. Quelques minutes plus tard, les sirènes de la police se firent entendre. 2 policiers, un homme et une femme, arrivèrent en voiture de patrouille, leurs phares brisant le calme de l'après-midi. Leurs uniformes, d'une austérité parfaitement ajustée, semblaient annoncer la fin de la tranquillité. Marguerite observa, toute satisfaite, l'arrivée des forces de l'ordre. Mais son regard se fit plus incisif lorsque David, sortant de son jardin, aperçut les policiers s'approcher de lui.
Son instinct de calme et de maîtrise se déclencha instantanément. Il savait que quelque chose n'allait pas. Les policiers, sans explication ni cérémonie, commencèrent à lui poser des questions, leur ton brusque et sans nuance. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'activité criminelle. Mettez vos mains sur le capot de la voiture et ne bougez pas, ordonna le policier masculin, d'un ton ferme. David, bien qu'assiégé par un flot de questions injustifiées, resta calme. Il comprit immédiatement que ce qu'il vivait n'était pas simplement une procédure, mais un préjugé incarné, un jugement raciste qu'il devait affronter sans céder à la panique. Il se tourna alors vers les policiers et répondit d'une voix posée. « Je ne fais rien de mal, et vous savez cela aussi bien que moi. Je n'ai rien à me reprocher. » Cependant, au fond de lui, une pensée commença à s'insinuer, aiguisée par la réalité de ce qui se passait. C'est à cause de Marguerite. C'est elle qui a appelé, sans savoir qui je suis. David garda son calme, malgré la fouille minutieuse de son véhicule et de son sac en cuir, un geste qui, dans la logique des policiers, visait à trouver des preuves d'une quelconque malversation. Leurs mains fouillaient sans ménagement, comme si l'absence de preuves était une anomalie, une erreur qu'il fallait corriger. David savait que ce moment de tension risquait de déraper si la situation était mal gérée, mais il n'était pas du genre à céder à la panique. Lorsque les policiers ne trouvèrent rien de compromettant, le policier masculin, visiblement contrarié de n'avoir découvert aucun indice, tourna les talons, son visage marqué par l'irritation de l'échec. Il se dirigea vers son radio, appelant probablement un supérieur pour lui faire part de ce qu'il percevait comme une fausse piste. David, dans un calme impassible, prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Il savait que c'était le moment de faire valoir son autorité et son identité réelle. Il composa rapidement le numéro de son collègue au FBI, conscient que sa réputation, mais aussi sa sécurité, était en jeu. Quelques minutes après, le grondement d'une nouvelle voiture se fit entendre. Cette fois-ci, le son d'un moteur différent, plus distinctif, annonça l'arrivée d'une voiture noire et de vitres teintées. Un agent en costume sombre en sortit, et son regard impérieux fit immédiatement comprendre aux policiers qu'ils étaient loin d'être au fait de l'identité de David. L'agent, au visage impassible, se dirigea d'un pas ferme vers les policiers. Il dégageait une autorité silencieuse, et les deux policiers qui avaient été si prompts à arrêter David se figèrent en un instant, la plaque d'immatriculation de la voiture de l'agent FBI leur donnant un aperçu immédiat du désastre qui venait de se produire. L'agent s'arrêta net devant eux, et son regard glacial les transperça. « Vous êtes en train d'arrêter un agent fédéral sous couverture. Reculez immédiatement, ordonna-t-il d'une voix qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Les policiers, pris au piège de leur propre précipitation, reculèrent instantanément, mais leur visage trahissait la gêne et l'incompréhension. Marguerite, qui avait observé la scène depuis sa fenêtre, sentit son cœur s'accélérer. Elle avait l'impression que la situation prenait une tournure plus compliquée que ce qu'elle avait imaginé. Bien qu'elle se sentît à la fois satisfaite de voir que David était peut-être pris sur le fait, elle n'avait aucune idée des dimensions réelles de ce qu'elle avait déclenché. L'idée qu'elle avait eu raison à ce moment précis la réconfortait, mais la confusion la gagnait. Elle se précipita hors de chez elle, espérant une explication, une sorte de justification de cette scène à la fois perturbante et peut-être révélatrice. David, cependant, la regarda avec une expression plus sévère qu'inquiète. Il savait qu'un moment de confrontation directe était inévitable. « Marguerite, vous ne savez pas à quel point vous vous êtes trompée, dit-il d'un ton calme mais percutant, son regard profondément ancré dans le sien. Vous m'avez accusé sans raison, et maintenant, il va falloir vivre avec les conséquences. » Il savait qu'il devait aller au-delà de cette simple confrontation. Il était hors de question pour lui de laisser passer cette attaque sans soulever la question plus large de la manière dont elle avait manipulé les événements pour l'entraîner dans une spirale de suspicion injustifiée. Le lendemain, une réunion eut lieu à la police locale, un moment qui marquait le début de la confrontation réelle pour Marguerite. Elle était invitée à expliquer ses actions devant une assemblée où David, dans le rôle de l'agent du FBI, avait non seulement l'autorité pour obtenir une réponse à ses questions, mais aussi l'appui d'une équipe prête à faire face à toute tentative d'abus de pouvoir. Le signalement qu'elle avait fait était désormais analysé sous un angle bien différent de celui de l'accusation banale, un abus de pouvoir dont elle n'avait pas mesuré l'ampleur. Alors que Marguerite se trouvait face à la réalité de ses actes, une étrange ironie la frappait. Non seulement elle avait accusé à tort son voisin, mais elle s'était aussi retrouvée à devoir rendre des comptes face à celui qu'elle avait vu comme une simple cible de ses préjugés. Un agent fédéral, celui qu'elle pensait avoir observé avec méfiance,
était celui qui allait désormais la confronter à la gravité de ses actions. La police locale lui rappela avec force que l'abus de pouvoir était une infraction grave, et qu'il serait nécessaire d'enquêter sur le signalement infondé qu'elle avait fait, provoquant une onde de choc qui laissa Marguerite sous le poids de sa propre erreur. David, pourtant, n'était pas animé par un désir de vengeance ni par une volonté punitive. Il avait bien compris qu'une forme de justice plus subtile était nécessaire. C'était une leçon que Marguerite devait tirer, mais sans que cela ne se transforme en un acte de revanche. Il se tourna vers elle, un calme absolu dans les yeux, et lui adressa ces mots d'une manière à la fois ferme et empreinte de sagesse. « Marguerite, j'espère que cette expérience vous servira de leçon. Le racisme ne mène nulle part. Vous m'avez jugé en fonction de ma couleur, et vous m'avez accusé sans preuve. Mais j'espère que vous pourrez apprendre à regarder les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour les idées fausses que vous avez dans la tête. » Les yeux de Marguerite se baissèrent, et ce fut comme si un voile se levait lentement. Dans ce moment de silence pesant, elle comprit, enfin, la portée de ses préjugés. Elle avait toujours cru que ses croyances étaient justifiées, mais la réalité se dressait désormais devant elle sous une forme indéniable. Cependant, David savait que cette prise de conscience ne serait que le début d'un long chemin. La rédemption ne viendrait pas instantanément. Mais l'étape qui suivait serait cruciale. Il lui appartenait de changer son regard, de déconstruire un passé ancré dans des stéréotypes et de faire face à ses propres démons intérieurs.